Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'univers mystérieux et fascinant de mon sous-sol. C'est d'ici que je vais vous donner la plupart des capsules YouTube qui parsèmeront toute la session et qui feront une révision de l'ensemble de la matière pour la session en histoire de la musique occidentale. Aujourd'hui, on va parler de la Grèce ancienne, et en fait, peut-être au moins autant de la Grèce elle-même que de sa musique, parce que il y a beaucoup de choses qui sont des zones obscures et des zones d'ombre parmi nos connaissances de la pratique musicale des Grecs anciens. Mais comme beaucoup de choses qui sont en lien avec la civilisation occidentale, c'est par la Grèce que ça commence. Donc, c'est étonnant de voir à quel point, peu importe notre champ d'études, il y a des bonnes chances que peu importe ce à quoi on s'intéresse remonte en fait à la Grèce, que ce soit la démocratie athénienne pour la politique, que ce soit le serment d'Hippocrate pour la médecine, que ce soit les mathématiques, que ce soit les Jeux olympiques si on s'intéresse au sport. Il y a énormément de choses en lien avec notre société contemporaine dont les racines, dont les origines remontent à la Grèce ancienne. C'est aussi le cas pour la musique, c'est pas différent. Et en fait, je voudrais souligner qu'il y a un modèle, il y a une hypothèse sur laquelle je vais souvent revenir tout au long de la session, et qui veut qu'il y ait au fond je vais reculer la caméra un petit peu, deux grands piliers à la civilisation occidentale. Il y a d'une part la pensée grecque, et par ailleurs la morale judéo-chrétienne. Et ces deux fondations-là sont parfois un peu en opposition, mais aussi en complémentarité l'une avec l'autre. Il y en a une qui est peut-être plus rationnelle, l'autre qui est plus spirituelle ou morale ou éthique. Elles vont, chacun leur tour, offrir des visions complémentaires et parfois un peu contradictoires quant à l'histoire de l'univers, quant à la place de l'humain dans l'univers et ainsi de suite. Les deux piliers ne sont pas toujours d'accord un avec l'autre. On peut voir ça à de nombreuses reprises. Si on pense par exemple au débat entourant le débat entre l'évolutionnisme et le créationnisme, l'évolutionnisme, c'est une théorie qui est scientifique, qui découle logiquement de la pensée grecque, alors que le créationnisme, c'est une vision qui est plus biblique des choses et qui est donc directement rattachée à cette morale judéo-chrétienne. Donc les deux éléments, les deux piliers sont extrêmement importants dans notre système de valeurs, dans notre façon de nous situer et d'interpréter l'univers. C'est sûr que la religion, surtout au Québec, a connu un certain déclin depuis les années 50-60, et on a peut-être parfois tendance à sous-estimer l'importance qu'a joué la religion dans la mise en place de la base même des fondements de notre société. Mais il reste que justement cette religion chrétienne et le système de pensée mis en place par les Grecs dès le IVe siècle avant Jésus-Christ sont selon moi les deux piliers fondamentaux de la civilisation occidentale. Curieusement, il va y avoir différentes périodes dans l'histoire de l'Occident et on dirait que chacun des deux piliers va tour à tour prendre un rôle un peu prédominant. C'est sûr que pendant l'Antiquité, la pensée grecque rayonne, la culture grecque rayonne. Quand on va arriver au Moyen Âge en Europe, c'est une époque qui est vraiment soumise à une espèce d'hégémonie morale, culturelle, intellectuelle, spirituelle de l'Église chrétienne. Quand on arrive à la Renaissance, on va voir justement une espèce de résurgence de la pensée grecque. Puis par la suite, au XVIIe, avec les guerres de religion, les conflits entre catholiques et protestants, les questions religieuses deviennent beaucoup plus d'actualité. Donc il y a cette espèce de mouvement de pendule, d'oscillation entre justement une prépondérance de la pensée grecque versus une importance plus grande des questions religieuses. Et ce modèle pendulaire-là va revenir souvent tout au long de la session. Je prends peut-être un peu naïvement pour acquis que vous avez déjà un peu parcouru le cahier de notes de cours. Je voudrais peut-être m'adresser à vous sur ce sujet-là. Je l'ai ici parce qu'en classe, des fois, il y a certaines questions en lien avec le cahier de notes de cours et je ne pourrai pas toujours évidemment deviner vos questions, mais on va le regarder rapidement. Vous avez en page 6
Des résumés biographiques. Pour chaque chapitre, j'ai choisi 10 personnages historiques dont je vous ai fait un court résumé biographique. Donc ici, on commence à Homère et on finit avec Alexandre le Grand. Ça couvre plusieurs siècles de l'histoire de la civilisation grecque. C'est pas techniquement des choses qui sont sujettes à examen, ok? Demandez-vous pas est-ce que je dois me taper tout ça par cœur ou ainsi de suite. C'est pas le but. Le but, c'est de vous donner du contexte. Le but, c'est aussi d'étudier rapidement des figures historiques significatives, de sorte que quand vous verrez ces noms-là par la suite, ben, vous pourrez au moins savoir pourquoi ils sont célèbres, puis qu'est-ce qui ont changé à l'ordre des choses, puis ainsi de suite. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, de voir que Démocrite a développé une théorie atomiste au 5e siècle avant Jésus-Christ, et que selon Démocrite, il existait deux choses dans l'univers, des atomes et du vide. Donc, on voit à quel point, justement, cette pensée grecque était, entre guillemets, avancée par rapport à peut-être une certaine conception un peu réductrice qu'on peut avoir de l'Antiquité. Mais les Grecs savaient que la Terre était ronde, qu'elle tournait autour du Soleil, et ils avaient calculé le diamètre de la Terre avec un pourcentage d'erreur qui est vraiment étonnant. Donc, justement, cette pensée scientifique grecque est au cœur même de notre pensée occidentale moderne. Donc, elle est extrêmement importante. Page 7, vous avez d'abord quelques dates à retenir. Encore là, c'est pour vous donner du contexte historique. Ensuite, principaux instruments, il y en a 4. Donc ça, c'est à étudier. Définition supplémentaire, c'est en lien avec les auditions. Au fond, il n'y a que la page 8 qui est vraiment de la matière, entre guillemets, sur la musique grecque. Le reste, c'est très contextuel. Donc, vous lirez attentivement, si ce n'est pas déjà fait, la page 8, puis ça va comme compléter beaucoup mon exposé aujourd'hui. Avant de parler plus en détail de la pratique musicale des Grecs, j'aimerais prendre quelques instants pour qu'on s'interroge sur la raison pour laquelle, justement, la culture grecque est aussi importante par rapport à toutes les autres cultures avoisinantes dans le bassin méditerranéen. Pourquoi les Grecs plutôt que les Phéniciens ou les Lydiens ou peu importe qui d'autre. En fait, ça m'a pris plusieurs années avant de réaliser au fond quels étaient les facteurs prépondérants dans cette clé de l'hégémonie de la pensée grecque par rapport aux autres pensées du bassin méditerranéen. Il y a en fait deux éléments de réponse différents et complémentaires qui m'ont été suggérés par des lectures extrêmement intéressantes que j'ai eu la chance de faire et que je vais vous recommander à mon tour. Ça n'a rien à voir avec la musique, mais ça a beaucoup de choses à voir avec la civilisation occidentale et avec l'histoire. Donc, si j'ose espérer que vous vous intéressiez un tant soit peu à l'histoire et à la civilisation, ben peut-être que vous trouverez intéressant les lectures que je vais vous conseiller. En fait, il y a deux raisons essentielles qui vont donner à la Grèce un avantage stratégique sur les cultures avoisinantes. Je vous donne le punch tout de suite. Il y en a une, c'est l'alphabet, puis l'autre, c'est l'invention des pièces de monnaie, l'invention de l'argent. L'importance de l'invention de l'alphabet est très brillamment expliquée par Jared Diamond dans son livre Guns, Germs and Steel. C'est un livre dans lequel il explique justement les fondements de l'hégémonie de la civilisation européenne sur les autres cultures à travers le monde. Il y a quelqu'un qui lui avait demandé un jour pourquoi est-ce que c'est les Européens qui ont débarqué en Papouasie puis en Nouvelle-Guinée et non pas les Néo-Guinéens qui auraient colonisé l'Europe. Alors c'est une question en apparence toute simple mais dont la réponse est très complexe et Jared Diamond a entre autres une excellente formation en géographie et il voit les interrelations entre une culture, une société, son milieu, son environnement. Qu'est-ce que va changer par exemple le fait que l'Amérique soit essentiellement un continent qui est orienté nord-sud alors que l'Eurasie est un continent qui est orienté est-ouest. Ça a un impact énorme au niveau de la biodiversité, des espèces de plantes, des espèces animales, etc. Donc, Jared Diamond s'intéresse beaucoup à ce genre de choses-là et il y a tout un chapitre sur l'invention de l'alphabet qui est certainement une des inventions les plus géniales de l'histoire de l'humanité. L'écriture a été inventée à plus d'une reprise. On a des foyers indépendants d'invention de l'écriture. Il y en a en Chine, il y en a dans le Croissant fertile, il y en a en Amérique parce que les Aztèques avaient une forme d'écriture. Mais l'alphabet a été inventé une seule fois.
En gros, à peu près, en approximant un peu par les Phéniciens autour du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est une invention qui est extraordinaire parce que ça permet une démocratisation de l'alphabétisation, de l'écriture, de savoir lire et écrire. Quand on essaie de représenter des idées avec des caractères, on peut avoir tellement d'idées différentes qu'on a besoin de milliers de caractères pour être capable de codifier une langue. Je me souviens quand ma conjointe étudiait le mandarin à l'université, elle avait besoin de connaître à peu près 3000 caractères juste pour lire un journal d'un niveau intellectuel assez accessible. Donc 3000 caractères, c'est la base, c'est les balbutiements de la langue écrite, alors qu'évidemment avec l'alphabet, une vingtaine de caractères sont suffisants pour savoir lire. Donc l'alphabet a été une invention absolument géniale qui a bouleversé la transmission de la connaissance et qui a fait en sorte que, évidemment, les marchands et les marins grecs avaient un avantage énorme sur tous leurs voisins parce qu'ils ont justement adopté cette invention extrêmement rapidement. L'autre invention, c'est l'argent. Et on a facilement tendance à sous-estimer l'impact énorme qu'a eu l'invention de l'argent sur l'histoire de l'humanité. Essayons de nous imaginer, avant l'invention de l'argent, une société qui vit sur le troc. Alors, si moi, j'offre des cours d'histoire de la musique et que Mylène est intéressée à les suivre, supposons que Mylène fasse pousser des patates. Et supposons que je n'aime pas les patates, elle m'arrive avec des patates pour prendre des cours d'histoire de la musique. Et je dis, j'aime pas les patates, j'aime juste les fraises. Donc Mylène devra peut-être demander à Philippe, qui lui peut-être fait pousser des fraises, s'il voudrait échanger des patates pour des fraises, puis ensuite revenir me voir avec des fraises pour avoir des cours d'histoire de la musique. Peut-être que les fraises seront plus bonnes à ce moment-là, puis que ça ne m'intéressera pas. Vous voyez venir où je veux aller, c'est qu'une société basée sur le troc déborde de transactions qui n'ont jamais lieu, parce que l'acheteur n'est jamais capable de rencontrer le vendeur au bon moment. Il n'y a pas cette rencontre des volontés qui permet un échange efficace des biens et des services. Mais si on a de l'argent, si on a une unité d'échange universelle, acceptée par tout le monde, durable, à ce moment-là, dès qu'on produit quelque chose, on peut l'échanger contre de l'argent, argent qu'on peut par la suite échanger contre n'importe quel autre bien et service. Donc l'invention des pièces de monnaie dans le bassin méditerranéen, encore là autour du 7e siècle avant Jésus-Christ, va permettre un essor logarithmique, exponentiel des échanges commerciaux, et va donner aux marchands et aux marins grecs, encore une fois, un autre avantage stratégique considérable. On m'avait un peu présenté les Grecs comme étant une société de penseurs et de philosophes et de pelleteurs de nuages et ainsi de suite. C'est pas vrai. Ils sont devenus un peu ça, de façon très caricaturale bien sûr éventuellement, mais pour être capables d'avoir construit autant d'édifices en marbre et d'avoir fait vivre autant de philosophes et de poètes et d'artistes et d'architectes et ainsi de suite, il fallait qu'ils aient des surplus commerciaux absolument incroyables. Il faut qu'il y ait un surplus de ressources pour qu'une culture, pour qu'une société puisse développer une culture. Et c'est la raison pour laquelle les cultures les plus fortes proviennent toujours des peuples sédentaires et non pas des nomades, parce que les peuples sédentaires produisent un surplus qui leur permet d'avoir des poètes professionnels, puis des musiciens professionnels, puis des mathématiciens spécialisés, et ainsi de suite. Chez les peuples nomades, tout le monde doit savoir faire un peu tout. Donc, il n'y a pas cette spécialisation des rôles qui permet l'émergence d'une culture extrêmement forte. Et on va voir très souvent dans l'histoire que lorsqu'un peuple nomade envahit un peuple sédentaire, il va s'installer et très rapidement, il va se faire assimiler parce que la culture des sédentaires est beaucoup plus forte. On peut penser par exemple à la façon dont les Mongols vont envahir la Chine à l'époque de Gengis Khan. 3 générations plus tard, les empereurs mongols se sont assimilés et parlent le chinois et s'habillent à la façon chinoise et ainsi de suite. La culture mongole n'a jamais supplanté la culture chinoise parce qu'elle n'était pas assez forte. La culture chinoise était
immensément plus forte. Un peu la même chose avec les Vikings, qui vont faire des raids sur les côtes européennes au Moyen Âge et qui vont éventuellement s'installer parfois en Europe. Ben, les habitants locaux vont pas se mettre à idolâtrer Thor, puis Odin, puis ainsi de suite. C'est le contraire. Les Vikings vont se faire christianiser et vont apprendre éventuellement le français, puis l'anglais, puis l'allemand, puis les langues européennes. Donc, dans cette espèce d'interaction constante entre les peuples nomades et les peuples sédentaires, les peuples nomades ont souvent un avantage militaire tactique à court terme, mais à long terme, leur culture n'est pas assez forte et ils vont se faire assimiler par les cultures sédentaires. Donc voilà, les Grecs, avec ce double avantage de l'alphabet et des pièces de monnaie, vont devenir les commerçants les plus riches, les plus prospères du bassin méditerranéen à leur époque, et vont donc développer des surplus énormes qui vont pouvoir consacrer à la construction de temples, de statues, à l'édification d'une pensée, au fait de pouvoir soutenir des intellectuels, des scientifiques, des philosophes, et ainsi de suite. L'invention de l'argent et ses conséquences sur l'histoire humaine est magnifiquement expliquée par Jack Rutherford dans ce livre qui s'appelle The History of Money. Et j'avais jamais réalisé, d'une part, à quel point l'argent avait passé à travers plusieurs formes dans son existence et à quel point chaque nouvelle forme va avoir un impact très très significatif sur l'histoire elle-même. Vous pouvez penser par exemple aux Templiers, qui sont peut-être en quelque part les premiers véritables banquiers européens à la fin du Moyen Âge, et comment les Templiers éventuellement vont être remplacés par les riches familles italiennes de la Renaissance, les Medici entre autres, et tout ça est très très brillamment expliqué par Jack Rutherford dans The History of Money. Malheureusement, je ne pense pas que ça a été traduit en français. Je l'ai cherché en français, ce livre-là, je ne l'ai jamais trouvé. Jared Diamond, bien sûr, a été traduit en français, c'est un classique, mais Rutherford vaut vraiment la peine. Si vous êtes capable de lire en anglais, The History of Money vaut la peine. Tous les livres de Rutherford sont intéressants, je les ai tous. Il y en a fait un qui s'appelle Gengis Khan, or The Making of the Modern World, qui est fascinant, et dans lequel il explique, entre autres, justement, comment l'ouverture de la route de la soie entre l'Europe et la Chine va permettre à l'Europe de sortir du Moyen Âge et d'accéder à la Renaissance. Parce qu'au fond, les inventions qui sont à l'origine même de l'hégémonie européenne à partir du début de la Renaissance, c'est la poudre à canon, c'est l'imprimerie et c'est la boussole. Mais ce n'est pas des choses que les Européens ont inventées, c'est des choses que les Chinois avaient inventées. Alors comment les Européens vont se les approprier? À travers, entre autres, cette route de la soie, à travers les récits de Marco Polo qui va vanter les richesses incroyables de Kubilai Khan. Et donc, c'est en quelque sorte l'édification de l'Empire mongol et l'ouverture de la route de la soie qui sont responsables du passage de l'Europe du Moyen Âge à la Renaissance. On n'a pas du tout traditionnellement cette image-là de Gengis Khan. On le voit comme une espèce de barbare qui rase tout, qui détruit tout et ainsi de suite. Alors ce livre-là est absolument extraordinaire pour vous donner une autre image et une autre idée de qu'est-ce qu'a été l'Empire mongol et quel a été son impact sur même la civilisation occidentale. Gengis Khan, je ne sais pas si vous savez, c'est l'exemple incroyable d'ascension sociale. Gengis Khan, à 20 ans, il était esclave. Il n'avait même pas sa liberté, il appartenait à quelqu'un d'autre. À 40 ans, il était chef de tribu mongole, et à 60 ans, il était à la tête d'un empire 5 fois grand comme l'Empire romain. 30 millions de kilomètres carrés, l'Empire mongol. Vous imaginez l'ascension sociale? Il y a un journaliste qui avait déjà dit, la seule personne qui se compare à Gengis Khan en termes d'ascension sociale, c'est Jésus de Nazareth. Alors, vous voyez, c'est quand même pas n'importe qui. Mais donc voilà, mes deux plugs de la semaine en termes de livres que je vous recommande très fortement, The History of Money de Jack Rutherford et Guns, Germs and Steel de Jared Diamond. C'est des livres qui vont changer votre vision de l'histoire de la civilisation occidentale. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire de la musique, mais bon, je profite du fait qu'on sait peu de choses sur la musique des Grecs pour parler d'autre chose que de musique, et je vous promets que pour les autres cours, je vais m'en tenir plus à ma petite matière à moi. Pour revenir à la musique, justement, au fond, il y a 3 idées extrêmement importantes que j'aimerais que vous reteniez. La première s'appelle gamme à 7 notes basée sur des harmoniques naturelles. Je vais l'expliquer dans quelques minutes. La deuxième s'appelle Apollon versus Dionysos.
Et la troisième s'appelle terminologie musicale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, l'impact incroyable des Grecs sur la mise en place de la musique occidentale peut se résumer à ces trois grands facteurs-là. D'une part, les gammes. Je vous ai dit, peut-être, à notre rencontre en personne, la seule connaissance musicale théorique préalable pour suivre mon cours, c'est d'avoir déjà entendu Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est une gamme à 7 notes. On dit 8 parce qu'il y a un Do au début puis un Do à la fin, mais au fond, c'est la même note. Donc, il y a 7 notes différentes. Et ces gammes à 7 notes proviennent directement des travaux de l'école pythagoricienne autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que Pythagore et ses amis et ses disciples s'y sont pris pour développer ces gammes à 7 notes? Ben, je vais vous en reparler dans quelques instants. Mais donc, le premier apport des Grecs à l'histoire de la musique occidentale, le plus important, le plus fondamental, c'est la base même de notre musique, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est un peu l'équivalent de notre alphabet musical, si vous voulez. C'est la base, c'est les blocs élémentaires à partir desquels on va construire de la musique. Pour vous donner une idée à quel point cette invention-là va avoir un impact incroyable, ils ont mis ça au point il y a 2500 ans. Et on utilise encore les gammes à 7 notes tous les jours, aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer inventer quelque chose qui va encore servir dans 2500 ans, mais ce n'est pas donné à tout le monde, puis ça n'arrive pas tous les jours. Donc, que la gamme pythagoricienne à 7 notes soit encore utilisée aujourd'hui, qu'on n'ait jamais trouver le moyen d'inventer un système qui ait remplacé celui-là, c'est en soi un gage incroyable de l'évidence, de la force, de la souplesse, de la résilience de ce système musical dont les Grecs ont été les pionniers. La deuxième idée, c'est Apollon versus Dionysos, parce que il y a deux divinités qui sont associées à la musique chez les Grecs. Il y a Apollon et Dionysos. Parce que les Grecs sont conscients d'une double nature et d'une double faculté de la musique, parce que la musique n'est pas unique, mais elle est multiple. Ses rôles sont multiples, ses effets sont multiples. Et il est très intéressant que les Grecs aient choisi d'associer deux divinités à la musique, parce que justement, ça reflète non seulement une double nature de la musique, mais une double nature de l'art occidental en général. Ces adjectifs de apollinien et dionysiaque, vous allez les rencontrer si vous lisez sur l'histoire de l'art et surtout sur cette branche de la philosophie qui s'intéresse à l'étude de la beauté et qui s'appelle l'esthétique. Si vous lisez des livres d'esthétique, vous allez entendre parler de beauté apollinienne et de beauté dionysiaque. Et ce sont deux beautés à la fois contrastantes et aussi complémentaires. Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux divinités qui sont associées à la musique? Ça peut nous aider d'observer un peu quel est le champ d'action spécifique des divinités en question. Apollon, c'est le dieu de la musique, mais aussi de la beauté, de la lumière, du soleil, de la vérité, jusqu'à un certain point peut-être, et de la poésie. Donc, cette idée de poésie est très importante. L'instrument des poètes depuis toujours, c'est la lyre. Vous pouvez bien sûr penser au barde d'Assurance Tourix dans Astérix avec sa lyre. On espère que les bardes grecs chantaient un peu mieux qu'Assurance Tourix, mais de tout temps, la lyre est l'instrument des poètes et même représentant un peu métaphoriquement l'inspiration artistique. Donc, la beauté d'Apollon, la musique d'Apollon, c'est la beauté de la poésie mise en musique et accompagnée par les sons doux et intimes de la lyre. Dionysos, c'est un peu l'inverse. Dionysos est le dieu de la vigne, du vin, de l'ivresse, de la fête, de la débauche, jusqu'à un certain point, et du théâtre. Et d'ailleurs, les premières pièces de théâtre étaient au fond des cultes à Dionysos. Donc, cette idée de théâtre est extrêmement intéressante parce que c'est différent de la poésie. Autant la récitation de la poésie est quelque chose de doux et d'intime, autant la représentation de la tragédie au théâtre est quelque chose d'extrêmement extroverti et émotif. Donc, on a ici
une bonne représentation du double caractère de la musique. Il y a d'une part une musique qui est axée sur la traduction de la poésie en musique, et il y a d'autre part une musique qui est basée sur la traduction des passions en musique, des sentiments extrêmes, parce que dans la tragédie grecque, c'est très intense, puis le monde meurt, puis c'est dark, puis c'est heavy, puis ainsi de suite. Donc, on met les émotions extrêmes en musique pour favoriser ce phénomène de catharsis. On croit qu'en vivant des choses tragiques dans la pièce de théâtre, on peut purger notre âme des émotions négatives qui nous travaillent et que le théâtre a une certaine fonction à la fois thérapeutique et purgative à travers ce phénomène de catharsis qui nous permet justement d'évacuer le méchant, puis nos bébites, puis nos psychoses, puis nos névroses, puis ainsi de suite. Donc voilà, la musique dionysiaque est beaucoup plus rythmée que la musique apollinienne parce qu'elle est plus proche des passions et plus proche des pulsions. Elle est plus forte en termes d'intensité sonore parce que les pièces de théâtre étaient souvent représentées à l'extérieur devant des centaines de spectateurs, donc on valorisait les instruments musicaux puissants. Les percussions, les tambours, les hochets, les cymbales, etc., mais aussi certains instruments à vent, notamment un instrument particulièrement important qui s'appelle aulos, A-U-L-O-S, qui est un instrument à anche double. Anche, A-N-C-H-E, il n'y a pas de H au début, sinon vous parlez d'une partie du corps, mais une anche, c'est une lamelle de roseau qui entre en vibration et qui produit un son. Donc il y a des instruments qu'on appelle à anche double et d'autres qui sont à anche simple. Exemple d'instrument à anche simple, la clarinette ou le saxophone. Vous avez une anche qui est fixée à un bec, le bec est immobile, l'anche est mobile. Il y a une anche qui vibre et c'est ça qui fait le son. Les instruments à anche double sont un petit peu moins connus. On peut penser au hautbois, on peut penser au basson. Ce sont des instruments où il y a deux lamelles de roseau fixées une contre l'autre et les deux sont mobiles, les deux sont en vibration et ça ne crée pas la même forme d'onde. Les ondes sonores émises par les instruments à anche double sont plutôt de forme carrée et en conséquence, le son est plus nasillard, est plus agressif. On peut penser au bois ou au basson, mais surtout à la cornemuse. La cornemuse a justement ses anches doubles dans les tuyaux qui sont fixés à la poche d'air et l'aulos grec sonne beaucoup comme une cornemuse, ou selon les mauvaises langues, comme un croisement entre un gazou et une sirène anti-aérienne. Vous pourrez entendre l'aulos dans votre toute première audition, l'épitaphe de Séikilos, et vous verrez que ce n'est pas nécessairement l'instrument le plus approprié pour endormir un bébé le soir. Par contre, pour exprimer des pulsions et des passions, et pour être bien entendu de l'auditoire à plusieurs dizaines de mètres, l'aulos est parfait. Les Grecs n'avaient pas inventé la guitare électrique et les amplificateurs à lampe. Le mieux qu'ils ont pu faire avec les moyens dont ils disposaient, c'était l'aulos, et ça faisait très bien la job. Voilà, donc vous avez deux types d'instruments principalement associés à Dionysos. Vous avez l'aulos et vous avez les percussions. Ce sont des instruments qui sont forts, ce sont des instruments intenses, des instruments tout à fait appropriés à la traduction des passions violentes, de l'esthétique très théâtrale qui se développe autour du culte de Dionysos. Donc voyez vos deux conceptions de la beauté. Beauté apollinienne qui est très classique, entre guillemets, et la beauté dionysiaque qui est beaucoup plus romantique, entre guillemets, dans la mesure où elle est beaucoup plus basée sur l'idée de l'expression des passions, alors que la beauté apollinienne, elle, est beaucoup plus basée sur la recherche des formes harmonieuses et parfaites. Donc, c'est la beauté classique versus la beauté romantique. Et ces deux concepts-là
comme le yin et le yang, à la fois opposés et complémentaires, vont traverser toute l'histoire, non seulement de la musique, mais l'histoire de l'art en Occident. Même dans les arts visuels, même en littérature, on a des artistes qui sont plus axés sur l'expression de l'intensité dramatique et d'autres qui sont davantage préoccupés par la recherche d'une certaine perfection formelle. Donc, ces concepts de beauté classique ou beauté romantique, ou alors beauté apollinienne versus beauté dionysiaque, sont non seulement associés à la musique, mais sont associés à la vision même que l'on se fait de l'art en Occident depuis plus de 2 millénaires. L'art est à la fois la recherche des formes parfaites, mais aussi la recherche de l'expression des sentiments. Et souvent, on penche un peu plus d'un côté ou de l'autre, et des fois, un peu par miracle, il y a des gens qui trouvent exactement l'équilibre entre les deux. Ça va être le cas de Beethoven, par exemple. Au tout début du 19e siècle, Beethoven va faire des œuvres qui, à la fois, obéissent aux principaux critères de forme de la musique classique, mais en même temps qui traduisent une intensité dramatique nouvelle à l'époque et jamais entendue à l'époque. Donc Beethoven est à la fois classique et romantique, il est à la fois apollinien et dionysiaque, mais c'est très rare qu'on va trouver des gens qui sont capables de concilier ces deux principes-là d'une façon aussi convaincante et efficace que ne le ferait un Beethoven, par exemple. Ces concepts de beauté apollinienne et dionysiaque sont encore présents aujourd'hui. On a encore aujourd'hui des pièces qui sont davantage basées sur la traduction de la poésie en musique et d'autres pièces qui sont plus basées sur l'expression des pulsions, une plus grande corporalité, plus de rythme, la recherche de la danse, de la transe, etc. Pensez par exemple à l'opposition entre Linda Lemay et un rave. Okay? Linda Lemay, elle joue de la guitare. C'est pas de la lyre, mais c'est très semblable. La guitare acoustique puis la lyre, c'est des instruments à cordes pincées. Elle fait de la chanson à texte. Donc, le but de la musique, c'est de soutenir les mots, c'est de soutenir la poésie, c'est de renforcer l'impact de la poésie. Linda Lemay a une esthétique qui est très apollinienne. Un rave, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une espèce de rituel de transe, un rituel hypnotique, dans lequel, à travers la répétition des rythmes et la musique très forte, et l'absorption de certaines substances qui aident à obtenir des états altérés, on va avoir cette conception de la beauté qui est très différente, qui est beaucoup plus physique, qui est beaucoup plus presque animale à la limite, mais qui fait aussi partie de la nature humaine. Et donc, bon, évidemment, à l'époque de Dionysos, on buvait beaucoup de vin. Aujourd'hui, on prend autre chose quand on va dans un rave. Mais l'idée est curieusement similaire. Le concept est curieusement semblable, au point où cette culture du rave, de la musique électronique, des tatouages, de la scarification, etc., on a parfois utilisé l'expression modern primitivism pour la qualifier. Et il y a justement une espèce de recherche plus ou moins consciente de mettre au point cette espèce d'esthétique primitive moderne. Et donc, voilà, c'est pas si étonnant au fond que ça rejoigne des choses qui sont vieilles comme la nature humaine elle-même et qui étaient déjà en place il y a 2500 ans. Donc voilà, ça c'était ma deuxième idée. Apollon versus Dionysos, classique versus romantique, deux divinités différentes associées à la musique. Et encore là, vous allez avoir cette espèce de curieux phénomène de pendule historique, parce qu'il y a certaines périodes dans l'histoire de l'art qui sont plus apolliniennes, et il y en a d'autres qui sont plus dionysiaques. Il y a certaines périodes dans l'histoire de l'art où on valorise davantage une beauté classique, et d'autres où on valorise davantage une beauté plus romantique. Vous pouvez penser, par exemple, à partir du milieu du Moyen Âge, en architecture, on avait le style roman. Le style roman provient du style romain qui vient du style grec. Donc c'est un style très épuré, avec des lignes, peu d'éléments décoratifs,
et ainsi de suite. Donc, cette espèce d'épuration classique dans le style roman. Qu'est-ce qui va suivre? Le style roman, c'est le style gothique, avec des gargouilles, des démons grimaçants, avec une surenchère d'éléments décoratifs et ainsi de suite. Donc, le style gothique est beaucoup plus dionysiaque dans sa représentation de démons, de surenchère d'éléments d'ornementation et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez au XVIe siècle? La Renaissance. On revient à une beauté beaucoup plus apollinienne, beaucoup plus grecque, beaucoup plus héritée du Parthénon, par exemple. Pensez au Parthénon quand vous pensez à la beauté classique. Quels sont les 4 grands mots d'ordre de tout art qui se veut classique, de toute pensée qui se veut apollinienne? Les 4 grands mots d'ordre sont clarté, équilibre, symétrie et économie des moyens. Je fais une espèce d'acronyme avec ça, j'appelle ça la CÉSÉ. Clarté, équilibre, symétrie, économie des moyens. C'est le Parthénon, c'est un sonnet de Lamartine, c'est une sonate de Mozart. C'est tout art qui est basé sur le concept de less is more. Si on met moins de notes, les notes qui restent ont plus d'impact. Si on met moins de lignes, les lignes qui restent ont davantage d'impact. Donc toute cette idée d'épuration, de recherche de la simplicité et de l'efficacité optimale, c'est ce qui sous-tend l'esthétique apollinienne, c'est ce qui sous-tend la pensée classique. Alors voilà, art romain, mettons au Xe siècle, art roman au Xe siècle, art gothique au XIVe, art renaissant au XVIe, art baroque au XVIIe. Donc, vous voyez, on passe de l'apollinien au dionysiaque, à l'apollinien au dionysiaque. On arrive avec le néoclassique au XVIIIe, ou le style classique viennois en musique, qui est très épuré. Et ensuite, vous avez votre romantisme au XIXe. Encore une fois, donc ce mouvement pendulaire entre Apollon et Dionysos. Alors ça, c'était ma deuxième idée, Apollon-Dionysos. La troisième est beaucoup plus courte. Okay? La troisième est très simple. C'est juste que les mots dont on se sert pour parler de la musique viennent du grec. Et c'est très important parce que le vocabulaire va conditionner notre approche et notre pensée et notre conceptualisation de la musique. Or, le vocabulaire musical vient du grec. Ce qui est étonnant parce qu'en français, l'immense majorité des mots nous vient du latin. Mais pas les mots de la musique. Les mots de la musique viennent du grec. Le mot musique lui-même vient du grec. Musiké, l'art des muses. Le mot mélodie, harmonie, rythme. Ces 3 mots-là viennent du grec. Et ce sont des mots fondamentaux pour qualifier et décrire la musique. Si je fais une chanson, qu'est-ce que je fais? Je vais chanter une mélodie. Avec la guitare, je vais faire de l'harmonie. Puis si je rajoute un beat, ça fait du rythme. Alors, mélodie, harmonie et rythme sont comme les paramètres fondamentaux de la musique. Il y aurait le timbre, qui est l'instrumentation, la couleur sonore que je veux y rajouter. Mais même le mot gamme vient de la lettre gamma, et ainsi de suite. Donc, les mots avec lesquels on parle de musique nous viennent du grec. Donc ça, ce sont mes 3 idées. Okay? Première idée, on les résume, gamme à 7 notes basées sur les harmoniques naturelles. Je m'explique après la petite coupure qui s'en vient. Deuxième idée, Apollon versus Dionysos, 2 divinités associées à la musique, la lyre versus l'holos et la percussion, le style classique épuré versus le style romantique extraverti, et troisièmement, le vocabulaire musical qui nous vient tout droit de la Grèce ancienne. Je prends une petite seconde, je prends une gorgée de café, je me mets la basse dans le cou, puis je vais vous parler d'harmonique naturelle. On a ici une basse à 4 cordes de marque Godin, de fabrication québécoise, qui a ceci de particulier qu'elle n'a pas de fret. Le manche est lisse, comme le manche d'un violon ou d'un violoncelle ou d'une contrebasse, par opposition à un manche de guitare ou de basse à fret où il y aurait des sillets. Ça permet entre autres de faire des glisses et de jouer tous les micro-intervalles entre les notes de la gamme. Donc, les Grecs, Pythagore en premier, se sont beaucoup intéressés à la façon dont le fait de réduire la longueur d'une corde va avoir une influence sur la hauteur du son. À mesure que je promène mon doigt ici, je raccourcis la corde. Si j'ai toute ma longueur de corde, ça me donne un sol. Si je pèse ici, c'est aussi un sol dont on dit qu'il est une octave plus haut que le sol initial. Et
Et l'endroit sur la corde qui permet au son de monter d'une octave, il est exactement au milieu de la corde. Je ne ferai pas l'expérience, mais vous pouvez me croire sur parole. Si je prends un ruban à mesurer, puis que je mesure la longueur de la corde, l'endroit qui donne l'octave est exactement au milieu de la corde. Et l'octave, qui est l'intervalle entre cette note et celle-ci, est l'intervalle le plus consonant qui existe dans la musique. Consonant, ça veut dire que ça sonne bien ensemble. À la limite, on n'a même pas l'impression d'entendre deux notes différentes, tellement les deux notes se fondent une dans l'autre. Si par exemple je joue le Ré qui est ici, et l'octave, on a peine à distinguer les deux notes, tellement on a l'impression qu'elles n'en font qu'une seule. Alors ça c'est l'octave. Et c'est l'intervalle entre une note et la note jouée par la moitié de la longueur de la corde. Et, bon, évidemment, les Grecs n'avaient pas de fréquence mètre, mais avec un oscilloscope, on se rend compte que quand le son monte d'une octave, la fréquence double. Alors, si par exemple le La qui est ici a une fréquence de 55 battements à la seconde, ici on aurait 110. Et l'autre octave, ici, serait à 220, et ainsi de suite. Donc, voilà, à chaque fois qu'on monte d'une octave, la fréquence double, et la longueur de la corde diminue de moitié. Si on divise la corde non pas en deux, mais en trois, on va avoir cet intervalle. Ça, c'est les deux tiers, en fait. J'ai les deux tiers de ma corde qui vibrent par rapport à la longueur totale. Et cet intervalle s'appelle une quinte, qui vient du latin quintus, et qui est l'intervalle entre la première note et la cinquième, de Do à Sol, par exemple. Ou ici, Sol, La, Si, Do, Ré. Entre Sol et Ré, on a une quinte. Et on a ici ces harmoniques naturelles, qui sont tous des intervalles qui sont en fait des rapports de fractions simples. Et ce que Pythagore a découvert, c'est que plus le rapport intervallique est simple, plus l'intervalle est consonant. L'intervalle le plus consonant, c'est l'octave. Le rapport de longueur ou de fréquence de corde, c'est 2 pour 1. La quinte, c'est un rapport de 3 demi. Donc, si j'ai une note, supposons, à 100 Hz, ben, la note à 150 va être la quinte de ma note initiale. 3 demi ou 1 fois et demi la fréquence initiale, ou si on préfère, les 2 tiers de la longueur de la corde vont nous donner la quinte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec uniquement des quintes et des octaves, on peut inventer, on peut mettre au point la gamme à 7 notes. C'est ce que fait l'école de Pythagore. Parce que si je pars de Do et je trouve la quinte de Do, ça donne Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, j'ai un Do puis j'ai un Sol. Si je pars de Sol puis je trouve la quinte de Sol, ça donne Sol, La, Si, Do, Ré. Et maintenant, j'ai un Ré. Si je descends ce Ré d'une octave, il va être juste en haut de mon Do de tout à l'heure. Ça va faire Do, Ré. Là, je vais prendre mon Ré et je vais trouver la quinte de Ré et ça donne Ré, Mi, Fa, Sol, La. Alors, j'avais déjà un Do, un Ré, un Sol et maintenant je rajoute un La. Et si je pars de ce La et je cherche la quinte de La, Si, Do, Ré, Mi, ça me donne un Mi. Et je vais prendre ce Mi, je vais le descendre d'une octave, et il va être juste au-dessus du Do puis du Ré, je vais avoir mon Mi. Et la quinte de Mi me donne Mi, Fa, Sol, La, Si, et ainsi de suite. Avec des quintes et des transpositions d'octaves, j'arrive aux notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. D'où vient le Fa? Le Fa, c'est la note une quinte en dessous de Do. On part de Do et on descend Do, Si, La, Sol, Fa. Et c'est comme ça qu'on arrive à notre Fa. Donc, vous voyez, uniquement avec des quintes et des octaves, uniquement avec des intervalles de 3 demi et de 2, on arrive à mettre au point cette gamme à 7 notes. Et c'est extrêmement important parce que avant l'invention de la gamme pythagoricienne, la plupart des gammes avaient 5 notes. C'est ce qu'on appelle des gammes pentatoniques. Et les gammes pentatoniques, on les retrouve partout dans le monde. On en retrouve en Afrique, on en retrouve en Asie. C'est la raison pour laquelle, si vous vous amusez sur un piano à jouer juste sur les notes noires, ça sonne un peu comme une musique de restaurant chinois. Pourquoi? Parce que dans
il y a seulement 5 notes noires différentes sur le piano, donc si on joue juste sur les notes noires, on joue dans une gamme pentatonique. Or, une grande partie de la musique chinoise est basée sur des gammes pentatoniques, donc ça sonne chinois. Alors, pardon, voilà. En inventant une gamme à 7 notes basée sur les harmoniques naturelles, Pythagore a vraiment jeté les bases de la musique occidentale sur lesquelles 2500 ans plus tard, on est toujours en train de rajouter des nouvelles pièces. Donc c'est la base même. Il y a peut-être 3 moments vraiment importants dans toute l'histoire de la musique occidentale. Les 3 moments les plus importants seraient l'invention des gammes à 7 notes au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'invention de la polyphonie autour du 12e siècle, quand on va commencer à chanter des notes différentes simultanément. Donc c'est le début des accords, si vous voulez. C'est le début de l'harmonie musicale. Et finalement, au tout début du 17e, on va inventer un système qui va permettre d'organiser les accords, de classer les accords, de les enchaîner selon certaines règles précises qu'on va appeler le système tonal, qui va utiliser des gammes et des accords majeurs et mineurs. Donc vos 3 moments clés dans l'histoire de la musique occidentale, c'est invention des gammes à 7 notes par Pythagore vers 5e siècle avant Jésus-Christ, invention de la polyphonie. La polyphonie, en gros, est apparue en même temps que les cathédrales puis le style gothique. Donc vous pouvez penser 12e siècle, 1130, 1140 dans ce coin-là. Et finalement, 1600, présentation du premier opéra parce que ça correspond pas mal avec l'apparition du système tonal, les instruments, les orchestres. C'est les 3 moments les plus forts dans l'évolution de la musique occidentale. Tant qu'à avoir ça dans le coup, je voudrais parler du fait que bon, vous avez 2 auditions en lien avec la Grèce ancienne. Vous avez le Stasimon d'Oreste et vous avez l'épitaphe de Séikilos. Le Stasimon d'Oreste est une pièce beaucoup plus ancienne, qui date en fait de l'âge d'or de la civilisation grecque, autour du 4-5e siècle avant Jésus-Christ. Donc Oreste, c'est le nom d'une tragédie qui a été écrite par Euripide. On sait qu'Euripide a écrit la musique de certaines de ses pièces, mais on ne sait pas au juste lesquelles. Donc peut-être que le Stasimon d'Oreste a été écrit par Euripide lui-même, peut-être pas, on n'est pas sûr. Toujours est-il qu'un stasimon, c'est un moment dans la pièce de théâtre dans lequel le chœur s'adresse directement à la foule. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de chorégraphie, et ainsi de suite. Donc, le stasimon d'Oreste, c'est un peu comme dire le 2e acte des Belles-Sœurs. C'est un moment à l'intérieur d'une pièce de théâtre. Et ce qu'il y a de particulier dans cette pièce-là, à part les holos qui vont être très évidents, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des quarts de ton, c'est-à-dire de la microtonalité. Les Grecs faisaient ça à l'époque classique. Ils divisaient les tons en demi-tons et même en quarts de ton. Et ça a disparu par la suite. On a arrêté en Occident de pratiquer les quarts de ton. Rendu au Moyen-Âge, il n'y a plus personne qui chantait des quarts de ton en Europe. Sur un manche, ça c'est un demi-ton. Donc ici j'ai un La, puis ça c'est comme le La dièse ou Si bémol. Je peux faire, parce que ma basse est sans fret, la note entre les deux. Je ne pourrais pas faire ça sur une basse avec des frettes. Okay? Mais donc les Grecs faisaient ça au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ils utilisaient les micro-intervalles, ils utilisaient des quarts de ton. Et si vous écoutez le Stasimon d'Oreste comme il faut, ça va sonner un peu comme ça. Et cette note-là, c'est celle qui sonne fausse à nos oreilles, parce qu'on n'est pas habitué d'entendre des quarts de ton. Mais si on est habitué, on est habitué. Alors, il y a dans ce concept de consonance et de dissonance, et ce concept de faux versus juste, 2 composantes. Une composante objective scientifique, qui est en lien avec les harmoniques naturelles. On peut démontrer qu'une octave, c'est consonant parce que c'est un rapport de fraction qui est si simple. Il y a aussi, dans le concept de consonance et de dissonance, une composante culturelle. Si on est habitué à entendre un certain intervalle, on va l'accepter comme étant consonant.
Et c'est la raison pour laquelle, à travers l'histoire de la musique, certains intervalles vont à un moment être dissonants et quelques siècles plus tard être devenus consonants. Pas parce que les lois de la physique ont changé, mais simplement parce qu'on s'est habitué à l'intervalle en question. C'est le cas de la tierce, par exemple. Au début de la polyphonie, la tierce était dissonante. Si on utilisait une tierce, il fallait aller la résoudre sur un intervalle plus consonant, comme une quarte ou une quinte ou un unisson. 400 ans plus tard, la tierce est rendue consonante. On peut utiliser une tierce dans l'accord final d'une pièce. On n'a pas besoin de résoudre cette dissonance-là. L'accord, l'intervalle est devenu stable. Il ne demande pas de résolution. Le principe étant justement que les dissonances doivent être résolues sur des consonances. Alors voilà, il y a donc deux grands facteurs dans cette conception de consonant et dissonant. De même que faux versus juste. Pourquoi un quart de ton nous semble faux? Parce qu'on n'y est pas habitué. Mais à l'époque des Grecs, on utilisait les quarts de ton très fréquemment. Et il y a une histoire intéressante derrière ça aussi. Qui, encore aujourd'hui, utilise fréquemment les quarts de ton? Ce sont les Arabes. Si vous écoutez de la musique arabe, vous allez entendre énormément d'ornementation microtonale. Je me risquerai même pas à le faire tellement je vais me couvrir de ridicule, mais si vous écoutez par exemple des chanteuses arabes, vous allez voir qu'il y a très souvent un peu l'équivalent de petits intervalles, plus petits que ceux qu'on est capable de jouer sur un piano ou sur une guitare avec des frettes, parce que justement, ils utilisent les quarts de ton. Pourquoi est-ce qu'il y a des quarts de ton dans la musique arabe, mais qu'il n'y en a plus dans la musique européenne? Parce que la pratique musicale arabe provient de la culture grecque telle qu'elle a été exportée à l'époque d'Alexandre le Grand. Donc, à peu près 2e-3e siècle avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, les Grecs faisaient encore des quarts de ton. Donc, les Arabes ont reçu cette musique grecque qui était semblable à celle de l'âge d'or de la civilisation grecque et ils ont continué à utiliser des quarts de ton. En Europe, avec la chute de l'Empire romain, la théorie musicale, même avant la chute de l'Empire romain, dès la fin de l'Antiquité, la pratique musicale va beaucoup se simplifier et on va abandonner cette pratique de quarts de ton. Et il n'y en aura pas de tout le Moyen Âge, puis même les époques subséquentes. Dans tout le chant grégorien, il n'y a jamais de quarts de ton, alors qu'on continuait d'en faire dans l'Empire byzantin, par exemple. Alors, vous voyez comment le fait que la musique grecque a été exportée à un certain moment dans son histoire, à l'époque d'Alexandre le Grand, dans les pays arabes, va déterminer le fait qu'encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, dans le chant arabe, il y a une utilisation très fréquente de quarts de ton, alors que dans le système tonal européen, ça a été complètement éliminé et les quarts de ton, encore aujourd'hui, nous semblent faux ou très dissonants. Voilà, donc la petite histoire des demi-tons et des quarts de ton, c'est une des raisons pour lesquelles le Stasimon d'Oreste nous semble très étrange, nous semble très exotique, entre autres à cause de cette ornementation microtonale. C'est quoi la microtonalité? C'est l'usage d'intervalles plus petits que le demi-ton. Le demi-ton, c'est le plus petit intervalle qu'on utilise dans le système tonal occidental. C'est le plus petit espace entre deux notes sur le piano. Entre le Do puis le Do dièse, par exemple, c'est un demi-ton. Entre le Do dièse puis le Ré, c'est un demi-ton, et ainsi de suite. Donc, avec cette merveilleuse basse sans fret, je peux jouer aussi faux que je veux, et je peux jouer toutes les petites nuances de son qu'il y a entre le Do et le Do dièse, mais ce n'est pas des notes qui techniquement existent dans le système tonal classique européen. Voilà, ne vous en faites pas si ces notions d'harmonique naturelle et de microtonalité sont un peu complexes et hermétiques. Elles ne feront pas l'objet d'évaluation dans les examens. Je vais juste raconter plein de choses, mais comme je vous dis, les 3 idées essentielles en lien avec la Grèce, c'est les gammes à 7 notes basées sur des harmoniques naturelles. Sachez simplement qu'il y a des rapports mathématiques qui permettent de situer les intervalles les uns par rapport aux autres, et ce sont ces intervalles mathématiques-là, ces proportions, qui servent de base au système tonal. En fait, on pourrait résumer les choses de la façon suivante. Pour Pythagore, la musique, c'est des intervalles,
Et les intervalles, c'est des fractions, et les fractions, c'est des mathématiques. Donc, au fond, la musique, c'est des mathématiques. Et d'ailleurs, dans le système d'éducation des Grecs, la musique était sous-jacente, était une branche des mathématiques. La musique était perçue comme une façon de rendre les sons perceptibles au sens, perceptibles à l'oreille, à travers les rapports de fréquence et aussi à travers les rythmes. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un rythme? On compte le temps. On rend le temps perceptible au sens et assujetti au nombre. On a des mesures à 3 temps, à 4 temps, à 5 temps. Donc pour les Grecs, la musique était une branche des mathématiques. Voilà, un petit mot pour finir sur vos auditions. Elles sont très contrastées à deux égards. Stasimonde d'Oreste est une pièce plus ancienne, Épitaphe de Séikilos est une pièce beaucoup plus récente. Donc, Stasimonde d'Oreste vient de l'époque classique de l'art grec, et l'Épitaphe de Séikilos vient pratiquement de l'époque où la Grèce est devenue une province romaine, et il y a eu ce déclin au niveau de la culture et de la pratique artistique, et donc élimination des quarts de ton et simplification extrême de la théorie musicale. Donc il y a premièrement ce contraste-là entre les deux pièces, dû à leurs dates très différentes, mais aussi il y a le fait que le Stasimonde d'Oreste, provenant d'une pièce de théâtre, est bien sûr une pièce extrêmement dionysiaque, donc avec des percussions, avec les holos, alors que l'Épitaphe de Séikilos, au contraire, est une pièce apollinienne, donc voix et lyre. On a comme deux petites clochettes au début, puis c'est tout. Donc vous avez ce double contraste. D'une part, des dates de composition très éloignées, qui font en sorte que le système musical s'est simplifié en cours de route, donc on a éliminé les quarts de ton. Et par ailleurs, donc l'instrumentation et le caractère sont très différents, parce que le Stasimonde d'Oreste est une pièce très dramatique, alors que l'Épitaphe de Séikilos est une pièce beaucoup plus douce. Épitaphe, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un texte que l'on écrit sur une pierre tombale. C'est un texte à la mémoire de quelqu'un qui est disparu. Et il y a ceci d'intéressant de l'Épitaphe de Séikilos, c'est que c'est de loin la mieux conservée de toutes les pièces musicales qui nous sont parvenues de la Grèce. Il n'y a pas grand-chose qui nous reste de la Grèce. Ça tient sur un CD, c'est peut-être une trentaine de minutes de musique, c'est des petits fragments séparés qui ont été reconstitués du mieux qu'on peut. Et il y a souvent une bonne dose d'hypothèses et de spéculation au niveau justement des rythmes, puis des modes, puis de l'instrument, puis etc. Mais dans le cas de l'Épitaphe de Séikilos, c'est une pièce qui a été remarquablement bien préservée parce que justement, elle a été gravée dans la pierre. Donc, on a non seulement les paroles, mais on a aussi la mélodie. Les Grecs utilisaient déjà un système en vertu duquel ils associaient chaque note de la gamme à une lettre de l'alphabet, ce qui est au fond très semblable à ce que font encore aujourd'hui les Anglais puis les Allemands. En anglais, la lettre A signifie la, et la lettre B signifie la note si, et la lettre C signifie le do, puis etc. Donc il y a cette correspondance entre les lettres de l'alphabet et les notes de musique. Les Grecs déjà avaient utilisé ça. Et non seulement ça, mais dans l'Épitaphe de Séikilos, il y a même un système de notation du rythme. Il y a des points, puis il y a des traits, et les points, c'est pour des notes plus courtes, puis les traits, c'est comme pour des notes plus longues, un peu comme une espèce de code morse, si vous voulez. Donc voilà, on a les trois grands paramètres de la pièce qui ont été bien préservés. On a les paroles, on a les notes de la mélodie, et on a les rythmes. Donc c'est la seule pièce grecque dont les trois paramètres nous soient parvenus à peu près intacts. Pour toutes les autres pièces, il y a toujours un peu de reconstitution, il y a toujours un peu d'hypothèse et de spéculation, mais dans le cas de l'Épitaphe de Séikilos, on est pas mal sûr que ça devait sonner comme ça au 2e siècle après Jésus-Christ quand la pièce a été composée. Voilà, donc ça fait le tour de cet exposé sur la musique de la Grèce. On peut déjà se projeter un petit peu dans l'avenir et on va voir que suite à la chute de l'Empire romain, la grande institution importante en Europe va bien sûr être l'Église chrétienne. Donc la musique de l'Église chrétienne va être de loin la musique la plus connue, la plus jouée, la plus diffusée, la plus enseignée partout en Occident. Et cette musique-là, on va l'appeler le chant grégorien.
Mais le chant grégorien est tributaire de la musique grecque parce qu'il va réutiliser les mêmes gammes à 7 notes basées sur les harmoniques naturelles. Simplement, on va rajouter des paroles en latin plutôt qu'en grec. On va éliminer les instruments parce que le chant grégorien, il est a cappella. Mais pour ce qui est du système théorique musical lui-même, il y a une immense corrélation entre la pratique musicale des Grecs et celle du chant grégorien. Donc c'est ce qui va nous faire le trait d'union musical entre l'Antiquité et le Moyen Âge. Mais le Moyen Âge va être le sujet de notre capsule suivante. Donc pour tout de suite, pour l'Antiquité, c'est tout. Je pense que c'est en masse. Donc j'espère que vous avez apprécié cet exposé et je vais vous en préparer d'autres tout au long de la session. Bye bye.